chers amis, bienvenue sur ce deuxième webinaire de Cardiologie A2. Nous allons aujourd'hui aborder un terme intéressant, c'est l'ECG des syndromes coronaires aigus. Et puisqu'on sait que l'occlusion totale du coronaire se traduit souvent par un sus-décalage du segment ST, mais ce n'est pas toujours le cas. D'authentiques occlusions coronaires, on n'a pas de sus-décalage, et c'est ce qu'on va voir tout au long de ce webinaire. Et vous pouvez poser vos questions sur notre site, sur Facebook, Rythmo DZ, à la fin, et merci. Bonjour chers auditeurs, nous allons voir aujourd'hui quelques entités électrocardiographiques atypiques, malheureusement sous-estimées et qui permettent, grâce à l'utilisation de l'ECG à 12 dérivations, de poser le diagnostic de syndrome coronarien aigu au pavillon des urgences. Nous avons ici les critères diagnostiques d'un syndrome coronarien aigu avec ou sans sus-décalage du segment ST selon les recommandations de l'ESC 2018. Mais ils ne permettent pas de diagnostiquer la totalité des syndromes coronariens aigus. Et nous allons voir certaines entités électrocardiographiques qui ne répondent pas à ces critères et qui représentent réellement une occlusion d'une artère coronaire. Nous avons ici un exemple d'ECG qui ne répond pas à ces critères. C'est un patient de 50 ans, hypertendu, qui présente une douleur thoracique typique. Quand on voit cet ECG de prime abord, on n'est pas frappé par un aspect évocateur de syndrome coronarien aigu. Mais avec une analyse plus fine, on remarque en AVL donc un sous-décalage du segment ST avec des ondes T négatives et profondes par rapport au petit complexe QRS dans cette dérivation. On remarque également en inférieur un sus-décalage du segment ST de moins de 1 mm, qui est également associé à un petit complexe QRS. C'est ce qu'on appelle un subtle STEMI. Également, de V3 à V6, on remarque un léger sous-décalage du segment ST. Une coronarographie a été réalisée chez ce patient, retrouvant une coronaire droite complètement occluse. Cet ECG ne concorde pas avec les critères précédemment cités de l'ESC 2018 et il prouve que beaucoup de syndromes coronariens aigus échappent à ces critères millimétriques. Voici l'ECG d'un homme de 67 ans, fumeur avec douleur thoracique typique depuis 1 heure de temps. Nous remarquons dans cet ECG en inférieur un petit sous-décalage avec ondes T négatives et parallèlement en antéro-apicale des ondes T pointues amples à base large avec une pente ascendante moins abrupte que la pente descendante. Cependant, cet aspect d'onde T géante qui dépasse les 75% du QRS sans sus-décalage est fugitive et ne dépasse jamais la 4e heure. C'est ce qu'on appelle hyperacute T-wave qui signe un stade précoce de l'ischémie. En effet, l'onde T géante se transforme ensuite en sus-décalage du segment ST. Cet aspect représente un équivalent de stémie et nécessite une reperfusion immédiate. Ce second ECG chez un homme de 39 ans, sans facteur de risque et avec des précordialgies, on retrouve en antéro-apicale des ondes T amples et pointues. Mais il n'y a pas d'image en miroir ou de sous-décalage associé. Et dans ce cas précis, ces ondes T sont proportionnelles au QRS. Elles représentent moins de 75% de ce dernier et c'est ce qu'on appelle des ondes T masculines. Prenons un autre aspect d'un équivalent de stémie. En voyant de V1 à V6, on observe un segment ST ascendant à partir d'un point J sous-décalé de 1 à 3 mm, qui se termine en une onde T plutôt ample et positive et symétrique. Il s'agit du syndrome de De-Winter. Cet aspect ECG serait présent dans 2% des infarctus antérieurs et doit orienter vers une stratégie de reperfusion urinaire. On remarque dans cet ECG la présence de V2 à V3 d'ondes T biphasiques. Il s'agit d'une autre entité électrocardiographique qui passe souvent inaperçue et qui est malheureusement associée à une mortalité élevée. C'est le syndrome de Whelan, qui est défini par une onde T profondément inversée dans le type B du syndrome de Whelan, qui est le plus fréquent, ou bien les ondes T biphasiques dans le type A, et ceux de V2 à V3. Associés à une onde R préservée,
à l'absence d'onde Q et à un segment ST isoélectrique ou légèrement surélevé. Cet aspect survient sans douleur thoracique, mais avec une histoire récente de douleur thoracique typique. Il est associé à un dosage d'étroponine négatif ou légèrement élevé et il signe souvent l'atteinte de l'IVA. Chez un malade qui présente initialement un BBG, il est difficile de poser le diagnostic de syndrome coronarien aigu. Ces deux modèles ECG sont un bon exemple de l'utilisation des critères de Scarbosa, afin d'arriver au diagnostic recherché. Dans ce premier ECG, c'est un typique de BBG isolé avec QRS à 140 millisecondes, avec en latéral un aspect de R' et disparition des ondes de Q. La dépolarisation septale ne se fait plus à partir de la branche gauche. On peut avoir un crochetage de l'onde S, mais dans sa partie descendante et non pas ascendante. En ce qui concerne les troubles de la repolarisation secondaire au bloc de branche, à chaque fois que le QRS est négatif, la repolarisation est positive et vice-versa. C'est ce qu'on appelle la discordance appropriée, avec une surface visuelle STT qui est à peu près proportionnelle à la surface du QRS. Tandis que dans ce second ECG, on retrouve aussi un bloc de branche gauche qui correspond à la description précédente, mais qui néanmoins, selon les critères de Scarbosa, on retrouve en V2, V3 un sous-décalage du segment ST qui est concordant et de plus de 1 mm. On note également la présence d'un crochetage de l'onde S en sa partie ascendante qui est le signe de Cabrera. Ces deux derniers signent la présence d'un syndrome coronarien aigu. Voici les critères de Scarbosa modifiés par Smith. Un sus-décalage concordant du segment ST d'au moins 1 mm dans toutes les dérivations. Un sous-décalage concordant du segment ST d'au moins 1 mm de V1 à V3. Une discordance excessive du sus-décalage du segment ST avec un ratio STS de plus de 25%. Un critère sur 3 dans au moins une dérivation pour poser le diagnostic de STEMI avec une spécificité de 99%. On peut également extrapoler ces critères au rythme électrostimulé, seulement que le sous-décalage concordant d'au moins 1 mm est valable de V1 à V6 au lieu de V1 à V3. On note dans cet ECG, en V2, de V2 à V4, un sus-décalage concave du segment ST avec une ascension majeure du point J et avec l'absence de l'onde S. Cet ECG représente ce qu'on appelle la distorsion terminale du QRS, qui signe avec une spécificité de 100% un syndrome coronarien aigu. C'est également un marqueur de mauvais pronostic, signant une progression rapide vers une ischémie sévère. Elle est définie par la disparition de l'onde S avec un point J sus-décalé en V2, V3 et avec un ratio J sur R supérieur à 0,5. Il faut savoir que 40% des stémies antérieures possèdent un sus-décalage du segment ST concave de V1 à V6 et 50% n'ont pas d'image en miroir. C'est dans ces cas atypiques qu'il faut rechercher la distorsion terminale du QRS. Devant ces deux tracés ECG, lequel doivent le plus nous inquiéter en cas d'antécédent d'anévrisme du VG chez un malade présentant une douleur thoracique? L'anévrisme du VG est défini sur le plan électrique par un sus-décalage du segment ST stable et persistant de plus de 3 semaines, associé à une onde de Q de nécrose. Dans ces deux tracés, on note en antéro-apical un sus-décalage du segment ST et une onde de Q de nécrose. Afin de diagnostiquer un événement ischémique aigu surajouté, nous devons calculer le ratio onde T sur QRS. Dans le tracé de droite, le ratio est supérieur à 0,36, il s'agit donc d'un STEMI. Tandis que celui de gauche a un ratio inférieur à 0,36 et donc représente un sus-décalage du segment ST simplement dû à la présence de l'anévrisme. Cet ECG est fait chez un fumeur de 65 ans avec douleur thoracique. Ici, on note de V2 à V6 un sus-décalage du segment ST
et avec en inférieur une image en miroir. On a également des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche, à savoir un indice de Peggy-Rollo-Presti largement supérieur à 28 mm. Il est difficile de diagnostiquer un STEMI en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche, et afin d'y parvenir, on peut utiliser le ratio ST sur T. S'il est supérieur à 25%, on est devant un STEMI. Il faut néanmoins suspecter un STEMI dès que le ratio est supérieur à 15%. Alors que dans ce second tracé, il s'agit d'une hypertrophie ventriculaire gauche isolée avec un Sokolov supérieur à 35 mm, une onde R en AVL supérieure à 11 mm et un ratio ST sur T qui est inférieur à 25%. Chez ce patient âgé de 75 ans, avec douleur thoracique et de multiples facteurs de risque cardiovasculaire, on remarque un sous-décalage du segment ST en AVR avec un sous-décalage diffus dans les autres dérivations, anciennement connu comme très évocateur d'une lésion du tronc commun. Il n'a en fait pas de valeur localisatrice. Il exprime une ischémie sous-endocardique circonférentielle pouvant être en rapport avec l'occlusion d'une artère coronaire ou bien une étiologie non occlusive telle que l'intoxication CO, la dissection aortique ou autre. C'est ce qu'on appelle, donc c'est un dernier outil de diagnostic dans notre présentation. Donc après avoir éliminé tous les autres signes précédemment cités, nous pouvons utiliser cette formule, appelée Variable Formula, qui se base sur le sus-décalage du segment ST en V3, sur l'amplitude de l'onde R en V4 et sur le QT corrigé par la formule de Bazet. Heureusement qu'il existe des applications iPhone et Android qui permettent de calculer cette formule. Merci à tous, j'espère que cette présentation vous a été bénéfique. Vous trouverez joint à la vidéo le lien de l'article de référence. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.